particulièrement très heureux aujourd'hui, amis lecteurs, amis spectateurs, d'être dans une des salles du château de Murol avec Bogdan Sobkovic. Je l'ai dit et ça le fait rire. C'est un château assez extraordinaire. Il y a les monts d'Auvergne autour. Donc le château de Murol, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Qu'est-ce que ce château? Qu'est-ce qu'il fait ici? À quoi il servait? Qui l'a construit et à quelle époque? Les origines les plus anciennes remonteraient au XIe siècle, peut-être même au Xe siècle, mais là rien de sûr. XIe siècle, installation d'une petite garnison ici, commandée par les seigneurs d'Apchon à la demande des comtes d'Auvergne, afin de sécuriser la zone qui était soumise au brigandage. Puisqu'on se trouve sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Couze, face au lac Chambon, et aussi qui domine une ancienne voie romaine qui partait de Clermont-Ferrand en direction de Besse, une zone commerciale extrêmement importante, puisque à Besse s'échangeaient les produits de la montagne contre ceux de la plaine. Donc c'était un axe vital pour l'économie locale. Et il y avait du brigandage, donc le comte d'Auvergne a envoyé une petite garnison ici. On est au Xe siècle, la petite garnison va s'installer ici, commandée par les seigneurs d'Apchon. Et là, ça devait être normalement une installation provisoire qui est devenue permanente. Oui, permanente, c'est un immense château fort. Est-ce que le comte du Murol, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est-il? Parce que c'est lui qui a visiblement construit ce château et dans la taille qu'il est actuellement. Alors dans l'état où il est actuellement, oui, ce qu'on voit en haute cour, c'est dû vraiment au grand remaniement fait par le seigneur Guillaume de Murol. Donc on est à la fin du XIVe siècle, tout début du XVe siècle. Guillaume de Murol va partir guerroyer un petit peu partout. Il va revenir pour gérer ses terres et connaissant la situation géopolitique de l'époque, on est à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, pleine guerre de 100 ans. Il voit son château qui était dans un état un petit peu à l'abandon et va décider de tout axer sur la défense du château pour en faire un endroit très difficilement prenable. Est-ce que c'est un château qui était attaqué? Est-ce qu'il était en danger? Est-ce qu'il était assailli par des Anglais ou des Bourguignons? Alors il n'y a pas eu d'attaque en fait au Moyen-Âge. On sait que les Anglais étaient présents à Saint-Nectaire. Il y avait une petite garnison anglaise, mais ça se passait bien en fait avec les Français qui étaient ici, avec le seigneur Guillaume. C'est qu'il y avait une sorte de statu quo, vous nous embêtez pas, on vous embête pas. Puis à la rigueur, bon, si on peut faire un peu de commerce, ça va bien. Ça va bien. Vraiment, ce qu'il y avait à craindre à ce moment-là, c'était les ravages des grandes compagnies qui ont vraiment bien ravagé l'Auvergne durant la guerre de 100 ans. Mais sinon, pas vraiment d'attaque. On est loin des passages des grandes chevauchées anglaises. On est un petit peu éloigné, on est un petit peu à l'écart, on est tranquille. Il n'y a pas vraiment de souci à se faire. C'est aussi un château difficile à prendre parce qu'il est construit sur un piton rocheux. Il est construit en effet sur un piton rocheux qui permet d'avoir déjà une vue à 360 degrés autour. On a vraiment le temps de les voir arriver, les assaillants. C'est un château qui est difficile à prendre, il faut quand même énormément de moyens, en partant du principe qu'il n'y a aucune place forte qui est imprenable, à condition d'y mettre les moyens. Là, le jeu n'avalait pas la chandelle, trop de moyens pour peut-être pas assez de résultats. Alors après la guerre de 100 ans, il se passe un peu de temps, il y a les guerres de religion et là le château va prendre une nouvelle importance. Oui, là, il va vraiment être carrément transformé. On passe de la famille de Murol, le château va passer dans le giron de la famille Estin par mariage. Et la famille Estin, à l'époque, famille très 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 puissante, prestigieuse. Et cette famille Estin sont catholiques, ultra catholiques, ils font partie de la Ligue. Ils ont énormément de moyens et ils veulent faire un endroit où la Ligue, les ligueurs puissent se retrouver. Et donc son château, il va commencer à mettre au point à élaborer de nouvelles fortifications tout autour qui sont directement inspirées par l'architecture militaire italienne de la Renaissance. Des fortifications sont étudiées pour pouvoir résister à l'artillerie, puisqu'un château médiéval n'a pas été conçu pour ça, résister à l'artillerie à poudre. Donc là, tout ce qui est mur plus bas, mur épais, avec couche de mur en pierre, avec de la terre derrière, afin que ça puisse amortir l'impact des boulets, et disposer régulièrement tout autour des bastions en amande, avec des rostres en pierre de taille, pour dévier les boulets et des ouvertures de tir. Même chose qu'on va retrouver 100 ans plus tard dans les fortifications de Vauban. Il y a exactement les mêmes sources d'inspiration. On va commencer à installer, déjà quelques temps avant, on va commencer à installer quelques arquebusières. Puis là après, à cette époque-là, on va commencer à installer des ouvertures de tir pour des pièces un peu plus importantes, style Coulevrine ou Fauconneau.
Et là, vraiment de l'artillerie défensive, hein, pas du tout offensive. Hein. L'artillerie qu'on va trouver ici ne sera pas du tout pour détruire notre château, mais vraiment pour se protéger. Et on a d'ailleurs ici une pièce d'artillerie qui date de l'époque des seigneurs Estaing, de 1574, qui a été découverte il y a une quarantaine d'années dans la basse-cour du château lors de travaux de terrassement, qui est actuellement mise en valeur pour la plus grande joie des visiteurs. Après la guerre de religion, tout le château, j'imagine, va vivre une vie relativement paisible. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors bon, là, pendant les guerres de religion, pas d'attaque, ça c'est rien du tout. Là, ça va se calmer. Et après, début 17e, avec Richelieu et sa politique un petit peu répressive vis-à-vis de la noblesse, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc il y a une partie de la noblesse qui va se révolter, soutenue par une partie de la famille royale, dont le duc d'Orléans, le frère de Louis XIII, et aussi la reine-mère. Et donc là, cette fronde, entre guillemets, va sévir en France. Là, on est dans un fief qui est fidèle à Richelieu et au roi de France. Donc là, on se prépare au pire. Et le pire va arriver en 1632, lorsqu'une armée de révoltés va se diriger vers le Languedoc, où se trouve le gros de la révolte, et cette armée commandée par le duc d'Orléans, le frère du roi. Ils vont voir le château, ils vont dire c'est sur la route, on va le prendre, si on peut se reposer quelque temps. Le problème, c'est que la hauteur du château ne permettait pas l'emploi de l'artillerie offensive, on était hors de distance des boulets de canon. Par contre, nous, on pouvait leur tirer dessus. Et à l'époque, on était prêt, il y avait une garnison de 200 hommes d'armes armés de mousquets ainsi qu'une dizaine de pièces d'artillerie. Donc le seul fait de guerre, c'est une petite attaque qui n'a pas duré très longtemps. Puis voilà, ils sont partis. Famille, mais aussi tout son petit personnel. Et ce groupe vivant là-haut, eh bien on appelle cela à mon époque une maison, maisonnée ou mesnie. Dans cette basse-cour ici, ça va être totalement différent. On va y trouver jardin potager, jardin de simple, c'est-à-dire de plantes aromatiques et médicinales, écurie, maréchal Ferrand et le village de Murol. Marine Alice, vous êtes la directrice du château de Murol? C'est bien ça. Je me trompe pas? Non. Donc on entend des bruits de visiteurs, des bruits d'enfants, des bruits familiaux et familiers. Donc c'est un château qui est visité, qui est même extrêmement visité. Vous me disiez qu'il y a à peu près 170 000 oui, c'est ça. Grosso modo visiteurs par an. Ce château, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce que vous avez envie d'y faire encore plus? Alors ce château, c'est un château qui est vivant, c'est comme ça qu'on veut le définir, c'est comme ça qu'il est pour nous le plus beau. On est là pour faire des animations, on est là pour faire apprendre à des gens des spécificités sur la vie de Murol, sur la vie dans une forteresse auvergnate. L'idée, c'est pas de visiter un château médiéval, j'ai envie de dire lambda. C'est vraiment de visiter Murol, c'est pour ça qu'on a choisi de développer la pédagogie autour de Guillaume de Murol et de voir ces personnages qui sont dans la basse-cour, qui vous racontent leur vie. C'est pas de voir juste des guides, c'est des personnages, c'est des personnes qui sont en costume, qui incarnent quelque chose. Et notamment donc ce spectacle équestre qui est notre, on va dire, la signature de Murol depuis de nombreuses années, bien avant notre reprise en 2017, qu'il fallait absolument garder. Alors quels sont les développements futurs de Murol? Il y en a beaucoup. Je pense que ce château, il a eu des grosses modifications cette année, avec l'ouverture notamment d'une salle qui n'avait jamais été ouverte au public. Également celle-ci, qui n'était pas ouverte non plus, mais qui est pour le public scolaire, chose que nous n'avions pas avant. C'est un château qui a beaucoup de potentiel, qu'on veut encore développer, que ce soit dans ses scénographies qu'on veut toujours plus immersives. On rajoute un peu de modernité, mais c'est toujours très, très choisi pour nous. L'idée, c'est de se sentir chez soi, mais en même temps en découvrant des univers, des cuisines comme à l'époque. C'est très important pour nous, et de le voir surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il fait beau, c'est les vacances, il y a beaucoup de familles. Oui, parce qu'en fait, les familles, on s'est concentré sur eux, ne serait-ce que par notre grille tarifaire, puisqu'on fait la gratuité pour les moins de 10 ans, ça c'est important, et c'est quelque chose qu'on souhaite au niveau du groupe, parce que ça permet d'ouvrir la culture à plus de monde, et finalement, cette culture ne doit pas s'arrêter à l'âge. Donc, en permettant aux familles de nous rejoindre, d'aborder cette petite touche d'histoire, on les sensibilise à des choses qui seront bien plus grandes plus tard. Alors une question piège, et on fout forcément. Quelle est la limite entre le romanesque et l'histoire dans un projet comme Murol? Alors nous, on a cette chance d'avoir cette base, comme je vous parlais, comme je vous disais, donc
ce livre, ces contes qui ont été écrits par Guillaume de Murol. Donc on a cette facilité de se baser là-dessus. On tente de s'y rapprocher au maximum, mais on sait qu'il faut forcément faire aussi du divertissement. On apprend tout autant quand on fait du divertissement que quand on se plonge dans un livre. Donc à nous de choisir, de faire effectivement cette balance. Il ne faut pas oublier que c'est en grande partie des enfants, des gens en vacances, ils sont là pour se détendre. Et l'idée, c'est de les sensibiliser au maximum. S'ils repartent avec quelques informations qu'on leur a données, c'est déjà gagné. Avec grâce. Étendez votre main. Voici votre écharpe qui vole vers vous.